Nous allons commencer donc cette séquence de travail. Donc, dans le cadre de Néo Business, je me représente Laurent Thierry de ADI Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagné de Xavier Lemarchand de l'UMM et du réseau R2ID. Cette séquence fait suite à un webinaire que nous avons organisé il y a 15 jours, 3 semaines avec Xavier et qui vous expliquera l'ADN de ce webinaire. L'idée aujourd'hui est de vous donner les outils de la décarbonation. On a beaucoup entendu parler de décarbonation depuis ce matin, mais là aujourd'hui on est dans un atelier très pratico-pratique, puisque depuis ce matin on se balade avec Xavier, on entend parler de quelles sont les questions qu'on doit se poser, c'est quoi les outils, c'est quoi les aides publiques et où je peux trouver des partenaires, etc. Eh bien, on va prendre une heure aujourd'hui pour répondre très concrètement à ces questions-là et vous expliquer un peu tout ce parcours-là. Xavier, si tu veux peut-être prendre la suite. Si le micro marche, oui, il marche. Alors c'était il y a un mois le webinaire. L'enjeu du webinaire, en tout cas le fond d'informations qu'on a voulu communiquer, c'était par quel bout prendre la décarbonation. On a beaucoup de sollicitations qui nous viennent sur des questions très précises et très pointues d'un système, d'une modification ou d'un nouvel équipement qui pourrait fonctionner. Le but, c'est bien d'avoir une méthodologie cadrée pour engager sa décarbonation. Dans le programme d'aujourd'hui, d'ailleurs, on va faire un petit rappel sur cette méthodologie. Donc Marion Papadopoulou et Sean Cock de l'ADEME prendront cette part-là. Et puis on avait également évoqué les solutions court terme, moyen terme et long terme. D'une part sur les économies financières liées aux économies d'énergie, et puis un plan d'action long terme pour s'engager dans les feuilles de route, que ce soit sur les accords de Paris ou que ce soit sur les accords européens. Voilà. Bien, donc nous avons donc réuni un panel donc composé donc de Marion Papadopoulou du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Sean Cock de l'ADEME, mais aussi de Soltena, donc Johan, et de la plateforme Je décarbone du comité stratégique de filière, dont vous avez déjà entendu parler ce matin, et donc du coup qui vont donc vous présenter ce parcours, ces questions, les dispositifs qui vont avec, etc. Évidemment, on ne va pas traiter ici, enfin en tout cas on ne va pas le développer, des dispositifs que vous pouvez entendre sur l'urgence en fait énergétique et les dispositifs de l'État qui sont aujourd'hui en cours, vous les connaissez, ils sont publics, etc. Et ça, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. On va bien parler de cette décarbonation à court, moyen et long terme dans lequel les entreprises doivent s'engager. Et donc, sans plus attendre, on va passer la parole à Marion et à Sean pour commencer à rentrer dans quelles sont les bonnes questions, quelles sont les différentes phases, quels sont les différents dispositifs. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer à rentrer dans quels sont les bons questionnements qui vous permettent d'engager vos questions de décarbonation. Marion, Sean, ou avant Xavier, tu voulais, voilà, oui, petite question, juste un petit sujet d'organisation. Nous vous proposerons un temps d'échange, soit sous un jeu de questions-réponses, soit pour venir voir les intervenants à la fin de l'atelier. Et ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On les a ici avec Xavier et donc du coup, on pourra les répercuter à nos intervenants. Marion, Sean, comment on s'y prend finalement et quels sont les dispositifs ? Merci Laurent. Donc, on va faire cette présentation à deux voix. Je vais commencer par me présenter, tu m'en veux pas Marion. Donc Sean Cock de l'ADEME, je suis le référent décarbonation industrie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc bonjour, ça marche. Marion Papadopoulou, moi je suis au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine à la direction énergie-climat et je partage un peu les mêmes missions que Sean, c'est-à-dire agir auprès des entreprises pour les aider à se décarboner, à améliorer à baisser leur consommation d'énergie et réduire leur facture d'énergie. Voilà, donc le but de cet atelier aujourd'hui, c'est de vous donner une méthodologie et un panorama assez général des actions et des aides qu'on peut effectuer à court, à moyen et à long terme. J'insiste bien sur ces différents aspects parce que forcément, on ne va pas revenir sur le contexte actuel que tout le monde connaît. Mais face à la flambée des factures énergétiques, on a souvent des demandes pour
réagir très rapidement ou pour trouver des solutions dans un temps très rapide. Malheureusement, comme vous allez le voir, on a des actions sur le court terme, mais la décarbonation d'un site industriel demande quand même du temps, demande des études, demande de passer du temps pour faire ça. Donc on est plutôt sur des actions moyen, voire long terme, mais on va décliner ça un peu rapidement. Juste quand même sur une première partie, donc effectivement on va quand même mentionner très rapidement. Il y a eu des réponses politiques sur la partie crise énergétique. Qui viennent justement accompagner ou vous aider les entreprises à faire face à cette flambée des factures énergétiques. Donc j'ai listé les quelques réponses politiques, notamment déclinées au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la France, donc je vais les balayer très rapidement. Mais on a notamment des aides pour les entreprises très énergivores, dans le sens où la facture énergétique doit représenter minimum 3% du chiffre d'affaires. Alors je vous les donne un peu en vrac. Dans l'idée, le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais que vous en ayez connaissance, où ça pourrait peut-être, vous serez peut-être éligible à ce type d'aide. Donc on a un fonds de 3 milliards pour cette première aide. On a une extension du bouclier tarifaire pour les petites entreprises, donc c'est les TPE de moins de 10 salariés. Il y a aussi une condition sur le chiffre d'affaires que j'ai pas noté, mais qui seront soumis en 2023 au même bouclier tarifaire que les ménages, donc une limitation sur la hausse du prix de l'énergie. Donc ça peut intéresser forcément les TPE. On a un nouveau dispositif amortisseur électricité qui a été annoncé très récemment, qui concerne donc les TPE de plus de 10 salariés qui ne sont pas soumis au bouclier tarifaire et les PME, où c'est pareil, c'est assez complexe et ce n'est pas tout à fait stabilisé, mais pareil, c'est des tarifs d'aide automatiques, de réduction sur votre facture pour les grosses... quand il y a une grosse augmentation de votre facture énergétique, que ce soit électricité ou gaz, le gouvernement va mettre un guichet pour vous accompagner pour les factures. Sur celui-là, il n'y aura pas de guichet, ce sera une déduction automatique sur la facture du fournisseur d'électricité. Voilà, c'est ça, en plus. Pardon, c'est le mauvais terme. Donc, ça sera une déduction directement sur la facture. Donc, normalement, vous n'aurez rien à faire, vous y aurez droit directement. Et donc, mise en place d'un plan de sobriété. On a beaucoup entendu parler de sobriété en ce moment. Donc, on va quand même décliner les actions de sobriété dans le sens où, en court terme, un plan de sobriété ne va pas baisser drastiquement votre facture énergétique, mais c'est des actions rapides à mettre en place, qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place aussi sur le long terme. C'est des actions souvent de bon sens et qui permettent quand même d'avoir des effets pas forcément négligeables, des effets qui peuvent être intéressants. Oui, juste une petite remarque. Mais la sobriété, elle est importante parce qu'il faut qu'on se lance dans une trajectoire. Ce n'est pas uniquement pour passer l'hiver 2022-2023, mais bien pour atteindre un objectif qui est ambitieux par rapport à nos consommations et nos émissions d'aujourd'hui. Et cette ambition, elle n'a de sens que si chaque acteur crée un plan de sobriété au sein de sa structure. Donc il n'y a pas d'obligation légale de l'État vis-à-vis des entreprises pour ce plan de sobriété, mais une incitation, et cette incitation, elle va être accompagnée par l'ensemble des méthodologies, des démarches et des aides et des dispositifs que vous allez présenter. Tout à fait. Et pour aller plus loin sur la sobriété, encore une fois, là on est vraiment pratico-pratique, mais pour aller plus loin, il y a l'atelier demain sur les scénarios de l'ADEME où justement on a une vision beaucoup plus générale à 2050 de ce qu'on appelle nous à l'ADEME la sobriété et comment ça peut se décliner dans concrètement dans différents scénarios. Les dispositifs de décarbonation, donc il y a eu un appel à projet Industrie zéro fossile qui a été lancé en juin de mémoire, avec 3 volets différents, un volet sur les chaudières, sur la chaudière biomasse, un volet sur la décarbonation et 2 volets sur la décarbonation, des gros projets de décarbonation supérieurs à 3 millions d'euros et des plus petits projets à travers Décarb Flash. Vous avez sans doute entendu parler. Voilà, c'est des dispositifs qui ont été mis en place un peu dans la précipitation pour justement commencer à avoir des résultats aujourd'hui et de pouvoir commencer à lancer des démarches dans les entreprises déjà lauréates de ces dispositifs. Et je crois que c'est tout. Oui, et je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi la plateforme Jeu des Carbone qu'on va voir après dans un second temps, où l'ADEME a accompagné, était partie prenante, donc on va voir cela plus en détail. Donc tout un panel, je dirais, de solutions très court-termistes qu'on peut essayer de mettre en place rapidement pour essayer d'atténuer
en termes voilà, atténuer vos factures énergétiques. J'ai un slide un peu plus détaillé sur le plan de sobriété énergétique. Le but, c'est ça, c'est pas de vous détailler les actions une par une, mais de vous donner la vision générale. Donc une démarche d'engagement volontaire. On l'a bien dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais ça rentre dans un processus plus long qui doit être envisagé par toutes les entreprises. Il y a notamment l'inscription à EcoWatt. Vous avez sans doute aussi beaucoup entendu parler du site EcoWatt. Je vous conseille vraiment de regarder. C'est un site qui va vous envoyer une alerte si jamais il y a une tension sur le réseau pour faire des efforts supplémentaires dans le but d'éviter un délestage. Donc voilà, c'est très important d'avoir une vision de où en est le réseau énergétique français à un moment T et d'être prévenu 1 jour, 2 jours en amont quand il y a un vrai risque de délestage pour faire les actions nécessaires pour passer ces pics. Alors des choses un peu plus, on peut quand même le dire, la sobriété, c'est des choses qu'on travaille à l'ADEME depuis au moins une dizaine d'années et qui sont aujourd'hui, qui ont un écho important médiatique aujourd'hui. Donc on a dépoussiéré un peu toutes les dernières études, mais on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est éco-gestes. Voilà, il y a beaucoup de pistes à faire, notamment sur le numérique, qui est un secteur qui consomme de plus en plus. Oui, donc un ambassadeur ou un référent de la sobriété énergétique, qui va présenter une trajectoire de réduction de consommation d'énergie à travers les quelques actions que j'ai listées juste après. Donc pareil, je ne vais pas toutes vous les décliner. Vous avez sans doute entendu parler. Encore une fois, c'est des actions qui peuvent être mises en place très rapidement, qui auront quand même un effet non négligeable sur votre facture énergétique et qu'il ne faut pas négliger. Donc je pense qu'après, on va partager dans tous les cas la présentation. Alors déjà, on va partager la présentation, mais également toutes ces informations sur les dispositifs d'aide, les actions du plan de sobriété que vous pouvez mettre en place. Tout ça, on le communique via les newsletters de l'ADI, d'R2ID, etc. en détail. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Parfait. Et donc, voilà, en complément, j'ai quand même mis les liens vers les sites internet. Hop, ça devrait arriver. Vers les sites internet, donc Agir, qui est la plateforme de l'ADEME, qui va faire un récap de toutes ces actions de sobriété, et donc le site EcoWatt. Donc là, Sean, les actions de court terme, finalement facilement déployables. En parallèle et en complément et de façon plus structurelle, il y a des actions moyen terme, voire long terme, qu'il s'agit d'engager. Et là, il faut peut-être suivre une méthodologie que vous avez un peu formalisée avec la région pour pouvoir se poser les bonnes questions et activer des dispositifs. C'est ça ? C'est exactement ça. Je vais laisser la parole à Marion, mais c'est ça en fait l'idée. Ça peut paraître un peu frustrant pour certaines PME qui nous montrent une multiplication par 5 ou même plus de leur facture énergétique, d'avoir quand même un panel d'actions assez limité dans le court terme. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, une stratégie de décarbonation, ça prend du temps. Et donc là, c'est l'idée de vous montrer un processus qui s'applique, je dirais, à toutes les entreprises, que bien sûr, il faut personnaliser selon son cas. Mais voilà, si vous ne savez pas par où commencer, ou une entreprise ne sait pas par où commencer, voilà une stratégie de décarbonation. Oui, alors c'est exactement ça. Aujourd'hui, avec l'explosion des prix d'électricité, des prix du gaz, on a beaucoup d'appels, enfin, en tout cas pour moi à la région Nouvelle-Aquitaine, d'entreprises qui sont en détresse. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On a vraiment des SOS souvent. Et ces entreprises, elles sont tellement submergées par les difficultés liées à cette augmentation de factures qu'elles ne savent pas par où commencer. Elles ne savent pas à qui s'adresser et ça peut partir des fois dans tous les sens. Alors, ça peut passer par « je me précipite sur un investissement ». Le photovoltaïque en autoconsommation, je serais la première à vous dire qu'aujourd'hui, il faut l'étudier parce que c'est intéressant quasiment dans toutes les situations. Mais avant de se lancer et de foncer tête baissée et avec aussi des fois des démarchages de développeurs qui peuvent être très commerciaux, voilà, c'est pas évident. Donc avant de se jeter sur une solution comme ça, il faut se poser et réfléchir. Les premières actions là, de très court terme, c'est pour vous dire, voilà, vous pouvez commencer déjà des choses tout de suite sans investissement. Mais dès qu'il va y avoir un investissement, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Et la première étape, donc, que nous, alors c'est pas vraiment notre processus ADEME et Région, j'ai envie de dire que c'est la démarche logique qui est portée par tous les acteurs du secteur depuis très longtemps. La première des choses avant de se lancer dans alors maintenant on appelle ça décarbonation, mais c'est aussi souvent de l'économie d'énergie, c'est connaître ses consommations.
Voilà. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du panneau solaire. Ça peut être très intéressant, mais par rapport à votre facture qui aujourd'hui a beaucoup augmenté, il faut aussi hiérarchiser un petit peu les actions, laquelle va être la plus rentable, rentable le plus rapidement, laquelle va générer, va demander le plus de capex, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire. Et cette première étape de connaissance de vos consommations, c'est ça que ça va vous donner, c'est-à-dire je commence par quoi et quel sera l'impact sur ma facture. Voilà. Peut-être qu'au final, ce qui ressortira de cette première étape, c'est que les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas la première étape à mettre parce que ça va vous coûter cher et vous rapporter, mais dans quelques temps, pas tant que ça par rapport à votre facture qui est essentiellement composée de gaz. Je donne un exemple. Et donc cette première étape, je pense qu'on peut passer juste après. Il y a plusieurs choses derrière. Je sais pas si... Ah oui, ça prend du temps. Il y a plusieurs choses derrière. La première chose, moi, que je mettrais, c'est l'audit énergétique. Vous avez dû en entendre parler. En quoi ça consiste? C'est généralement un prestataire extérieur qui va venir chez vous et qui va relever les consommations d'énergie, analyser vos factures, faire un tour de l'usine et regarder où on peut avoir des déperditions, où est-ce qu'il y a des pertes, où est-ce qu'il y a des optimisations possibles. Cet audit, selon votre facture énergétique, il pourrait être simple, comme il pourrait être très complexe. Sean, comme moi, on va accompagner des entreprises qui peuvent avoir des factures d'énergie très différentes, qui vont de, je sais pas, 30 000 euros par an à des millions d'euros par an. Il est évident que derrière l'audit énergétique qu'on va vous proposer sera différent. Et donc, on va venir sur ces différents diagnostics. Vous voyez, il y a un peu plusieurs niveaux. Tout ce qui est un peu simplifié, le diag écoflux, le diag décarbonation, qui s'adresse plutôt à des factures d'énergie entre guillemets modestes, tout est relatif, mais voilà. Et après, vous avez les audits énergétiques un peu dans les règles de l'art, qui sont réalisés par des bureaux d'études spécialisés, qui vont s'adresser à des entreprises où on aura vraiment un besoin d'analyse de vos consommations et d'optimisation plus complexe. Cet audit énergétique, il va aussi reposer des fois sur des moyens de mesure. Donc, on était sur le slide d'avant, mais dans cette partie connaître ses consommations, il y a aussi toute une partie, des fois, avoir des plans de comptage et de suivi. Donc, ça veut dire mettre des compteurs, des sous-compteurs, et puis, des fois, avoir des logiciels de suivi des consommations qui vous permettront, dans la durée, de vérifier qu'il n'y a pas de dérive des consommations, de vérifier que, par exemple, sur le poste de l'air comprimé, on est toujours sur un bon ratio d'indicateurs de consommation par unité de production. Et alors pour moi, j'ai commencé par l'audit parce que c'est cette première chose qu'on met en place et qui justement va des fois vous indiquer à quel endroit il va falloir avoir du suivi. Les sous-compteurs, c'est pas non plus pertinent d'en mettre partout. Donc d'abord l'audit. Ensuite, à la suite de cet audit, on peut mettre en place cette démarche d'amélioration continue qui consiste à mettre des compteurs et un logiciel de suivi qui va permettre de suivre dans le temps et de ne pas rester sur une photo à un moment et puis après, finalement, je m'en occupe plus. Et puis quand je me réveille 4 ans après, il faut que je recommence tout de zéro. Et puis, la dernière chose qui était notée aussi dans les actions sur le connaître, c'est la formation d'un référent énergie. Et ça aussi, c'est vraiment dans l'amélioration continue. L'audit, c'est bien, mais il ne faut surtout pas en faire une photo dans le temps qu'on va abandonner une fois qu'on a fait les actions les plus rentables. Et puis après, on le relègue dans un coin et on ne se rappelle plus ce qu'ils ont dit. À la suite de cet audit, on met en place un suivi, une surveillance et, si possible, on forme quelqu'un dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais il y a donc des formations de référents énergie qui sont dispensées et pour lesquels l'ADEME, je crois, apporte un soutien. Oui, les C2E, bon. Ce dispositif de formation, en fait, ça va vous permettre d'avoir une personne identifiée, impliquée, qui va vous permettre justement de piloter le suivi de votre consommation d'énergie. Et donc cette première étape, on n'insistera jamais assez, c'est la première chose qu'on va conseiller à une entreprise. Quand une entreprise vient aujourd'hui m'appeler en me disant « ça ne va pas, je ne sais pas quoi faire », je lui dis « première étape, vous regardez les aides d'urgence de l'État si vous pouvez les solliciter et de regarder quelles actions de sobriété vous pouvez mettre en place, mais tout de suite, vous enclenchez une démarche d'audit énergétique. » Et là-dessus, donc on a des aides, quel que soit le type de dispositif. Si on est sur une consommation modeste, voilà, comme je vous disais, c'est ces aides-là qui passent par l'ADEME ou BPI France. Si vous êtes sur un vrai audit énergétique qui va coûter environ 10 000 euros ou 7 000 euros en moyenne, mais c'est très très variable, vous avez également un financement apporté par la région ou l'ADEME entre 50 et 70% du montant. Et
surtout, et on reviendra dessus à la fin, la seule chose à retenir dans ce parcours, en dehors de la logique, c'est adressez-vous à vos interlocuteurs. Donc vous avez des choses sur effectivement jeu des carbones et au niveau régional, vous avez des contacts pour les entreprises locales qui sont Sean pour l'ADEME et au niveau de la région, on est 3 sur 3 sites, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Je rêve d'être au Portugal, je crois. Et donc, on est là justement pour analyser avec vous quel serait le meilleur audit et vous orienter vers le dispositif le plus adapté. Il ne faut pas hésiter. Vous pouvez avoir une première lecture et ensuite nous appeler. On vous aiguillera vers le bon dispositif. En tout cas, il y a toujours un accompagnement. Et donc, maintenant qu'on a fait ce dispositif et qu'on a des actions, que fait-on? Exactement. Et bien là, je laisse la parole à Sean. Et on passe, donc on maîtrise bien l'étape 1, on maîtrise ses consommations, on a des compteurs, on sait quels sont nos gros postes de consommation, on a des actions qui sont chiffrées dans le sens où on sait combien ça va nous rapporter en termes énergétiques, donc quels sont les temps de retour, quels sont les capex. On commence à avoir des cartes en main. Donc là, on va passer sur l'étape numéro 2 qui est l'efficacité énergétique. Et l'exemple de Marion est très bon tout à l'heure, c'est-à-dire que si par exemple une entreprise qui aurait directement se serait dirigée vers le solaire et aurait commencé à mettre en place des panneaux photovoltaïques sur son toit, avant de se rendre compte que finalement, grâce à l'efficacité énergétique, elle était capable de supprimer 50% de sa consommation. Et j'exagère pas quand je dis ça, hein, ça peut être des vrais chiffres qu'on peut avoir. Donc l'efficacité énergétique, c'est consommer autant produire autant en consommant moins. Donc, c'est supprimer les gaspillages. C'est surtout des actions qui sont souvent très rapidement rentables et très faciles à mettre en place, qui sont moins lourdes en termes d'implication au niveau du process. Et surtout, ça permet de mieux dimensionner les approvisionnements en énergie pour ensuite passer sur l'étape numéro 3, qu'on verra juste après. Mais voilà, l'efficacité énergétique, dans l'ordre logique des choses, connaître ses consommations, efficacité énergétique. Alors des exemples d'actions d'efficacité énergétique, les plus connus, c'est la récupération de chaleur fatale, que ce soit les compresseurs, les groupes froids ou les fours, l'isolation des bâtiments, la mise en place de variateurs de vitesse, remplacer des équipements par des équipements plus efficaces, plus récents. Voilà, il y a un grand panel d'actions d'efficacité énergétique, des actions assez classiques, qu'on a notamment à travers les C2E, on va le voir juste après, et des actions particulières. Ça peut être réorganiser un process industriel pour gagner sur un four. Enfin, voilà. Je crois, Sean, qu'il y avait même un sujet autour de la détection des fuites, il me semble, sur des réseaux d'air comprimé ou des choses comme ça. Hein. Ça va jusque-là, quoi. Tout à fait. Souvent, une action qui est plébiscitée par rapport à ses temps de retour sur investissement, c'est de faire une campagne de fuite sur son air comprimé. Et on se rend compte que si le réseau perd 30-40% en termes de fuite, de le réparer, on a des temps de retour qui peuvent être de 1 mois ou 2 mois. On a vraiment des actions. On se rend compte que ça, c'est quelque chose qui devrait être fait chaque année quasiment pour bien maîtriser son réseau d'air comprimé, qui peut être un poste très important, surtout dans des PME ou dans des plus petites entreprises qui vont avoir le compresseur qui va être un gros poste. Alors, maintenant, forcément, même si on peut avoir des temps de retour qui sont intéressants, ça demande quand même des investissements. Donc, les dispositifs liés à l'efficacité énergétique. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au début, on est vraiment sur une présentation des dispositifs, on ne parle pas que de l'ADEME et de la région, on parle vraiment de ce qu'on a identifié, ce qui existe, donc notamment les C2E, certificats d'économie d'énergie, qui sont le levier principal pour tout ce qui est efficacité énergétique. Bon, j'ai listé quelques actions, mais sans entrer dans le principe du dispositif, c'est vous effectuez une action d'économie d'énergie, donc vous générez des économies d'énergie. Vous pouvez prétendre à une aide en fonction du montant d'économie que vous avez généré. Pour donner un exemple, sur les particuliers, c'est l'isolation à 1 euro. Ça, c'est les certificats d'économie d'énergie. Il y a la même déclinaison sur l'industrie avec toute une liste d'actions prédéfinies à l'avance. Donc, si votre action rentre dans les clous, vous avez directement une aide qui est calculée selon des fiches très précises. Ou vous avez aussi des fiches spécifiques où là, vous avez tout type d'action. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même une liste de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer. Au-delà de l'aide financière qui est apportée pour l'investissement, ça peut aussi donner des idées pour dresser le plan d'action que vous avez en interne. Donc, la connaissance, elle est indispensable parce que c'est ça qui va vous donner
votre temps de retour sur investissement le plus pertinent possible. Et on connaît aujourd'hui tous les limites de la capacité d'investissement, enfin d'autofinancement des entreprises. Donc c'est un sujet, donc la connaissance. Et 2, la liste des bonnes pratiques avec les C2E. Les montants d'aide, est-ce que tu peux donner des ordres d'idées, Sean ? Alors, ça dépend vraiment parce que en fait, les C2E sont basés sur les économies que vous allez générer et sont décorrélés du prix des travaux. Donc, on peut avoir des cas, et je parle de l'isolation à 1 euro, où la prime couvre plus de 100% de l'action. Après, on est plutôt, ça dépend du type d'action, mais plus l'action est rentable et efficace, je parle par exemple récupération de chaleur fatale ou variateur de vitesse, on est rapidement à des taux qui peuvent être de 50 à 75%. Encore une fois, ça dépend vraiment du projet. Si vous avez des investissements lourds, les C2E vont rester les mêmes, donc vous avez un pourcentage qui va baisser. Si ça se prête très bien à une opération de récupération de chaleur fatale, vous pouvez être couvert à 100%. Après, les C2E peuvent faire parfois un peu peur. C'est un dispositif assez complexe, faut pas se mentir. Mais voilà, il y a des bureaux d'études qui sont mandatés pour monter les dossiers de C2E. On peut aussi vous accompagner dans le sens à vous donner les procédures, vous rediriger vers les bureaux d'études, vers des plateformes aussi qui vous permettent d'estimer le montant des primes C2E. Voilà, on peut vous mâcher un peu le travail parce que c'est vrai que c'est pour la première fois que vous montez un dossier C2E, ça peut paraître un peu complexe. Mais une fois que vous en avez fait un, après, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et après, voilà, sur les C2E, il y a beaucoup effectivement de calculateurs qui sont très fiables pour vous estimer la quantité de certificats que vous pourrez générer. Mais il y a aussi souvent les fabricants, les fournisseurs de matériel, qui peuvent être ceux qui vont gérer les C2E. C'est-à-dire que en fait, c'est eux qui vont faire la démarche, qui vont négocier les C2E et qui vous factureront du coup un prix directement amputé du montant des C2E. Alors forcément, comme il y a un service là-dessus, quelque part, ça sera sûrement moins intéressant que si vous les valorisiez par vous-même, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas forcément ce temps, cette disponibilité de le faire. Et sur certaines actions, honnêtement, ça peut se faire automatiquement en ayant challengé plusieurs fournisseurs qui vont tous vous faire une proposition intégrant les C2E. C'est déjà assez fiable. C'est peut-être des choses d'ailleurs qu'on verra plus tard avec Adrienne sur la plateforme, mais on ne va pas anticiper. Alors, on va passer un petit peu plus rapidement. Donc, on a des dispositifs spécifiques sur la décarbonation. Bon, malheureusement, je vous présente 2 dispositifs qui sont actuellement clos, mais c'est surtout pour vous dire que l'idée, même si je ne peux pas m'engager sur les modalités, sur un planning, c'est quand même l'idée de les relancer en 2023. Donc, si vous avez loupé en quelque sorte cette fenêtre de tir de ces 2 dispositifs, donc Décarb Flash, qui est une liste d'actions prédéfinie à l'avance, justement en complément avec les C2E qui viennent compléter la liste des C2E et qui s'adresse aux sites de moins de 500 salariés qui peuvent piocher un peu les actions et déposer un dossier. Et on a Décarb Inde qui s'adresse plutôt aux gros industriels pour les gros projets de décarbonation supérieurs à 3 millions d'euros. N'hésitez pas à prendre quand même connaissance des modalités parce que ça sera très, très similaire. Et surtout, un point qui est important, dans les 2 cas, et ça sera quasiment systématiquement pour les aides de l'ADEME, on va vous demander une étude de dimensionnement en amont, donc il ne faut pas tarder à les faire, parce que quand il y a des fenêtres d'ouverture des dispositifs, ça peut être 1 mois, 2 mois. Si vous avez les études déjà faites, vous avez juste à déposer le dossier. Sinon, c'est dans l'urgence à lancer les études pour pouvoir satisfaire nos demandes en termes de dimensionnement. Et donc, le 3e, compétitivité énergétique. Tu veux que j'essaye de le faire? Donc, proposé par la région. Donc c'est là où les dispositifs de l'ADEME sont plutôt des actions ponctuelles sur des projets précis, des projets ponctuels et des actions un peu coup de poing. Les dispositifs de la région sont très complémentaires parce qu'on est plutôt sur un temps un peu plus long, notamment compétitivité énergétique qui demande à ce que l'entreprise atteigne une baisse de 10% de ses consommations énergétiques à travers un panel d'actions qui sera suivi avec des investissements propres à chaque action, avec... C'est ça, j'ai pas dit de bêtises. Oui, mais en fait, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'ADEME, comme la région, en complément des C2E, on va accompagner vos actions de décarbonation et d'efficacité énergétique. En fonction, effectivement, des dispositifs coup de poing de l'État, la région s'efface plus ou moins. Mais on est toujours là. Donc, ce qui veut dire qu'en attendant la confirmation de la relance des dispositifs ou en cas d'arrêt des dispositifs pour une raison ou pour une autre, la région Nouvelle-Aquitaine, elle est positionnée sur la durée, sur l'accompagnement. Donc, en gros, vous venez taper à une porte ou à une autre et finalement, après, on réfléchit avec vous à quel est le projet, quelle est la meilleure façon de monter le projet et de le financer et on se le répartit. L'ADEME et la région, on travaille vraiment main dans la main là-dessus depuis quelques années. Donc,
N'ayez pas peur d'arriver en disant voilà, je pense que je peux être éligible à des Carb Flash, mon projet devrait prendre, il devrait aboutir à telle date, est-ce que ça correspond, etc. Et si ça ne correspond pas, ça reviendra peut-être vers nous, on vous réorientera vers nous. Voilà. Les détails, je pense qu'on en discute après. Dans tous les cas, on est présent pour vous accompagner. Donc première étape, on connaît ses consommations. Deuxième étape, on essaie de travailler dans son périmètre l'efficacité énergétique. Et donc troisième étape, Sean. Marion. Oui, donc là on est plus sur la partie vraiment décarbonation, c'est-à-dire je remplace ma consommation d'énergie fossile par une consommation plus vertueuse. Alors qu'est-ce qu'on met derrière plus vertueuse ? Il y a la biomasse. Donc tout ce qui est bois, ça peut être remplacer votre chaufferie gaz par une chaufferie biomasse. Ça peut être aussi l'électrification des procédés, ce qu'on appelle décarbonation. Alors on remplace souvent donc par exemple du gaz par de l'électricité. Il y a aussi des émissions de carbone derrière l'électricité, donc c'est pas forcément le plus vertueux, mais c'est soutenu aussi parce qu'aujourd'hui, vous savez que le mix électrique est moins carboné en France. Et puis, dedans, on va avoir aussi tout ce qui est photovoltaïque en autoconsommation. Donc ça, comme on le disait au début, c'est vraiment le sujet numéro 1 en ce moment qu'on peut avoir. Mais ce qu'on essaie de passer comme message et que Sean précisait tout à l'heure, en fait, il ne faut pas commencer par ça. La sobriété énergétique, si vous divisez votre facture d'électricité, votre besoin d'électricité par 2, vous n'aurez pas du tout le même besoin de panneaux photovoltaïques. Peut-être que dans un premier temps, on vous fera une étude, on vous dira il faut couvrir toute votre toiture avec des panneaux, vous aurez un capex de temps, et qu'en fait, après avoir mis en place la sobriété et l'efficacité énergétique, finalement, vous tomberez sur un dimensionnement beaucoup plus raisonnable, avec un montant d'investissement beaucoup plus raisonnable. C'est ça la logique du parcours, c'est-à-dire je vais d'abord réduire mon besoin, je l'optimise, et ensuite, au moment où il faut le substituer par une chaudière biomasse ou par des panneaux solaires, je le substitue de façon optimisée. Je ne surdimensionne pas ma chaudière, je ne surdimensionne pas mes panneaux, et mon CAPEX, il est optimisé. Voilà, donc c'est pour ça que c'est la dernière étape. Et donc je donnais les principales actions, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a du solaire thermique aujourd'hui qui se développe. En fait, avec l'augmentation des prix de l'énergie, le panel des solutions renouvelables qui sont rentables, ça grandit de jour en jour. Donc c'est des solutions qui avant étaient encore handicapées par leur coût et qui deviennent de plus en plus compétitives. Donc le solaire thermique, la géothermie, ça n'est absolument pas restrictif. Et donc pour toutes ces aides, la première porte d'entrée, c'est l'ADEME avec le fonds chaleur. Et encore une fois, j'en parle, mais je pense que Sean me complétera. Le fonds chaleur ADEME, c'est vraiment la référence là-dessus. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans 2 jours, il y a, je crois, dans ce lieu même, un colloque dont Sean vous parlera peut-être et qui va vraiment porter sur cette chaleur renouvelable. Et donc vous avez des financements qui vont varier, c'est projet par projet, mais entre 30 et 70% de l'investissement, c'est ça ? Oui. Voilà. Juste si je peux, un petit complément. Donc, effectivement, le fonds chaleur ADEME, c'est un dispositif pérenne. Avant, les dispositifs de l'ADEME, c'était des dispositifs qui sont mis en place à travers des plans d'investissement, le plan de relance, France 2030. Le fonds chaleur de l'ADEME sur la partie énergétique, c'est le cœur de l'ADEME, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années maintenant. Et vraiment, c'est un dispositif au fil de l'eau, vous pouvez déposer votre dossier. Donc, je ne les ai pas tous listés. Donc, il y a aussi raccordement à un réseau de chaleur, la partie récupération de chaleur fatale. Je voulais juste faire un focus très rapide sur 2 qui sont un peu méconnus à mon avis et qui s'appliquent pourtant, dans certains cas, très bien à l'industrie. Donc, le bois, forcément, les chaudières bois sont quelque chose d'assez simple. Enfin, d'assez simple, non, mais sont une porte assez... une solution assez envisageable quand on a une chaudière gaz, par exemple. Mais tout ce qui est géothermie, on a notamment des entreprises qui ont des besoins constants sur l'année. Je pense notamment à du traitement de surface, on en parlait ce matin. On a un besoin constant toute l'année. La géothermie s'applique extrêmement bien dans ce cas-là. On a aussi la géothermie qui peut répondre en termes de production de chaud, production de froid, notamment dans l'agroalimentaire. Donc, la géothermie, on a sorti un avis récemment, je vous conseille vraiment je voulais le mettre en lien, mais n'hésitez pas à revenir vers moi, avec des exemples d'entreprises qui sont passées sur de la géothermie et pour démystifier un peu cette technologie qui vraiment peut très bien rentrer, très bien répondre à certains cas. Et le solaire thermique, donc forcément, on a le photovoltaïque, on y pense spontanément, mais si jamais vous avez un besoin d'eau chaude,
Très clairement, si vous mettez du solaire photovoltaïque sur votre toit, vous allez produire de l'électricité pour après chauffer votre eau. Et en fait, vous allez perdre en termes de rendement, ça va coûter beaucoup plus cher qu'un panneau thermique qui va chauffer directement votre eau. Ça paraît logique de le dire, mais on n'y pense pas forcément. Donc, si vous avez des besoins d'eau chaude, je pense à nouveau à l'agroalimentaire, mais pas que, le solaire thermique est quelque chose qui peut très bien s'implémenter. Et les montants sont bien plus faibles. Et pas le même CAPEX, effectivement. ce qui est important aussi, c'est qu'on parle de cette dernière étape de décarbonation comme si l'objectif unique de cette décarbonation, c'était effectivement le côté vertueux, hein, c'est-à-dire je décarbone, j'émets moins de CO2. Il y a aussi un gros avantage au niveau de la facture parce que ces solutions-là, en fait, leur gros avantage aujourd'hui, et je vais enchaîner après sur les PPA, là, pourquoi c'est intéressant, c'est que il n'y a pas de coût de combustible, il n'y a pas d'OPEX, de coût de fonctionnement, enfin non là j'exagère, mais il y en a assez peu sur tout ce qui est solaire thermique, solaire photovoltaïque, même très peu. Et le gros en fait de votre coût d'énergie sur l'ensemble des années de production, ça sera connu dès le début puisque ce sont l'investissement en gros dans la centrale qu'on va avoir au début. Donc ça veut surtout dire que vous avez un prix fixe. Aujourd'hui, dans certains cas, il est même en dessous du prix de marché, mais parfois il peut être un peu au-dessus. Quelque part, par contre, c'est un prix que vous connaissez aujourd'hui, que vous connaissez pendant 15 ans. Et on voit aujourd'hui à quel point cette stabilité, elle a de la valeur. Sur la biomasse, c'est un peu différent. Là, on a un vrai coût d'OPEX puisqu'on achète du combustible qui est du combustible bois. Il n'est pas non plus... Enfin voilà, il peut être sujet aussi à des augmentations. On voit qu'en ce moment, c'est pareil, hein, il y a des tensions, ça augmente. Mais ça n'empêche qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur non plus d'augmentation qu'on peut avoir sur les combustibles fossiles qui viennent de loin, qui sont impactés par des conflits géopolitiques comme on le voit en ce moment. Donc c'est vraiment aussi... La décarbonation, c'est à la fois vertueux parce que ça nous permet de baisser nos émissions de CO2, mais c'est aussi une garantie de stabilité, en tout cas de plus grande stabilité de votre facture. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix, comme on dit. Et donc, un tout petit mot sur les PPA, Oui. parce que, bon, voilà, c'est pas le sujet. Voilà. Les PPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les contrats de gré à gré entre une entreprise et une centrale solaire. Un producteur d'énergie photovoltaïque, mais sur une grosse centrale au sol. Là, on ne parle pas de l'autoconsommation, vous avez les panneaux sur votre site. On parle vraiment d'une grosse centrale au sol qui est installée ailleurs, qui est plus grande, qui est au sol, donc il y a moins de coûts de structure et du coup qui a un prix très compétitif. Et aujourd'hui, il y a des contrats qui peuvent se développer maintenant directement, c'est-à-dire que l'entreprise va contractualiser avec la centrale solaire et acheter sur 15 ans la quantité, la production d'électricité solaire, du coup, à un prix fixe. Et ça, c'est des contrats qui se développent, mais par contre, beaucoup pour des plus grosses entreprises avec des plus grosses consommations. Mais si vous êtes intéressé, on a un dispositif pour informer les entreprises et savoir si ça peut être intéressant pour elles à la région, et vous nous contactez. Merci Marion et Sean. Je crois qu'il y a une toute dernière étape qui peut être derrière voilà, le stockage du carbone, etc. Mais là, on est bien plus avancé. Et encore une fois, là, vous pouvez évidemment, la région et l'ADEME, discuter avec les industriels qui s'engagent dans ces processus-là. Merci. Très clair, les différentes phases, les financements qui vont avec, la boîte à outils. Donc là, on est bien calé, on sait par où on doit passer, pas trop griller les heptates. Oui, Sean ? Juste un dernier mot, on a quand même une synthèse des dispositifs parce qu'on peut vite se perdre. Donc on essaie de mettre à jour une synthèse de tous les dispositifs qu'on met à jour selon les besoins. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, qu'on puisse vous envoyer cette synthèse et les différentes mises à jour. Parfait. De toute façon, on mettra évidemment toutes ces slides en téléchargement avec votre accord pour pouvoir trouver tout ça. Donc une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on sait à peu près quels sont un peu le modèle économique dans lequel on peut évoluer, le pendant de ces questions-là, c'est avec qui travailler, comment on peut faire pour trouver des solutions, évidemment plutôt locales. Si on est dans un salon comme Néo Business, c'est aussi pour trouver des solutions locales. Et là, on a choisi avec Xavier de vous présenter finalement deux réseaux, deux dynamiques, une régionale, une plutôt nationale, qui ne s'opposent pas, au contraire, qui se complètent particulièrement bien. Et donc, on va commencer par Soltena, qui est bien connu en région. Donc, on va passer la parole à Johan Vido, qui représente donc Soltena. Alors, Johan, peut-être rappeler, s'il en est besoin, qu'est-ce qu'est Soltena, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les thématiques que vous traitez. Alors, effectivement, ça tombe bien parce qu'on allait commencer avec ça. Oui, alors c'est peut-être un peu loin. Tac. On peut avancer. Voilà, ça va arriver.
Ça va arriver. Ça va arriver. Tac, Voilà. voilà. Impeccable. Oui, alors Soltena, c'est un acronyme qui dit bien ce qu'il fait. Hein. C'est Solutions pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Donc le scope, il est clair. Hein. C'est la grande région Nouvelle-Aquitaine avec 3 antennes sur Poitiers, Limoges et Bordeaux. Et je pense que c'est bien dans le titre. On est là pour accompagner différentes structures, des PME et des territoires sur des questions de solutions de transition. Ce qui est important, c'est que nous, on a une vision transition, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout, ça va paraître, à peu près tout le scope qu'on peut imaginer dans la transition. Donc ça va effectivement de la biodiversité jusqu'au RSE, en passant par les très plus classiques et plus connus que sont l'eau, la qualité de l'air, la dépollution des sols, bien sûr l'économie circulaire et ce dont on parle un petit peu plus aujourd'hui, là, sur cet atelier, énergie et décarbonation. Donc Soltena, techniquement, c'est un cluster d'entreprises avant tout. Hein, c'est surtout un regroupement d'adhérents qui partagent une certaine philosophie et l'envie de faire des choses en commun. Alors ces adhérents, ceci étant, sont relativement variés. On a effectivement des collectivités des territoires, mais aussi beaucoup en fait, d'entreprises qui se retrouvent dans l'idée d'avoir une démarche environnementale. Et une démarche environnementale qu'aujourd'hui, je dirais, qui s'incarne dans du concret. Ce n'est pas juste pour faire du RSE. L'idée, c'est d'avoir une optimisation de la facture, mais aussi, ce qui est assez corollaire à tout ça, une augmentation de la résilience. Hein. On a vu dans les sujets récents qu'effectivement, ce n'est pas juste le prix des choses, c'était aussi la disponibilité des choses. Et ça, que ce soit sur les thématiques de l'eau, de l'énergie, mais aussi de l'économie circulaire, on est en plein dedans. D'accord ? Donc, c'est un peu l'ADN de Soltena, de trouver des solutions et d'accompagner ses adhérents sur des innovations de transition. Alors, effectivement, je viens de prendre assez récemment la partie chef de projet sur énergie et décarbonation. Et donc, nous, ce qu'on va s'occuper là-dedans, c'est, on va retrouver les 2 casquettes, une démarche filière où les adhérents vont essayer de développer des solutions pour eux-mêmes et au service d'entreprises extérieures à notre club d'entreprise, finalement, sur ces questions d'énergie et de décarbonation. Donc ça, c'est vraiment la démarche filière. Et puis, on a un aspect un petit peu plus, on va dire, centre de ressources, où on va accompagner des territoires, alors typiquement les territoires TEPOS, par exemple, ou bien on va accompagner et ou sensibiliser. Donc on rejoint un peu ce que disaient les gens de l'ADEME tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, toute cette démarche, elle commence déjà par la prise de conscience des problèmes, l'identification des problèmes, et donc la première étape, c'est de bien avoir compris de quoi est-ce qu'on parle. Donc ça passe par la sensibilisation. Et là aussi, on va être des accompagnateurs avec des grands classiques, hein, la performance énergétique, la substitution d'énergie, mais qui arrive effectivement au bout de la chaîne, et en fonction des industriels ou des sujets, la décarbonation des process eux-mêmes. Voilà. Alors, techniquement, ça veut dire quoi en termes de volume d'activité, hein, typiquement, on a la capacité d'accompagner, on va dire, une vingtaine d'entreprises, 3 à 4 territoires sur une année, avec des opérations qui font que, par exemple, on a été en capacité de faire économiser quelque chose comme 1 gigawatt de consommation, 1 gigawattheure sur une année, sur ce pool d'entreprises qu'on a accompagnées. Voilà, donc actuellement, on a à peu près 40 adhérents chez Soltena sur la partie énergie. On en a un petit peu moins sur la thématique décarbonation, mais comme la décarbonation est quelque chose de très transverse, en fait, Soltena est un point d'entrée sur lesquels on aura des éléments de réponse, des éléments d'aiguillage et des éléments d'accompagnement sur à peu près tous les aspects de la décarbonation. Donc on a une porte d'entrée, disons, assez multiple pour réaiguillonner les porteurs de projets. Merci Johan. Donc n'hésitez pas. Deuxième dynamique, vous en avez entendu parler ce matin dans la table ronde d'ouverture, donc portée par le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, et donc représenté ici par Adrienne, avec le lancement, je crois qu'il s'est passé il y a presque pile un mois, d'une plateforme nationale qu'Adrienne va nous présenter dans le détail, qui s'appelle la plateforme Je décarbone et qui, je crois, porte plutôt bien son nom, Adrienne, et qui vise à, je crois, enfin je fais un peu de teasing, mais rapprocher ceux qui ont envie de se décarboner avec ceux qui
offrent des solutions pour se décarboner. C'est bien Ceux ça? qui ont besoin de se Ceux qui décarboner. ont besoin, pardon, voilà. Alors, on a longuement hésité à appeler je décarbone, j'économise et je décarbone. C'était un peu trop long, mais je pense que ça revient aujourd'hui au même. Et le niveau d'urgence aujourd'hui, et effectivement, et je pense que Marion, Sean et Johan vous l'ont bien rappelé, c'est la première urgence aujourd'hui, c'est les économies. Donc, je vais parler là d'une action Je décarbone qui est portée par le commissaire stratégique de filière Nouveau Système Énergétique au niveau national. Je suis moi-même Rhône-Alpine et en Nouvelle-Aquitaine, donc merci à tous de m'accueillir. L'action Je décarbone part d'un constat, d'un enjeu. D'abord l'enjeu de l'urgence, de la réduction des coûts énergétiques. Il y a ensuite un enjeu qui est à moyen terme, celle de la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Et ensuite, quand je parle au nom du comité stratégique de filière, on parle bien de filière industrielle. L'urgence, ou en tout cas la volonté du CSF Nouveau Système Énergétique, c'est bien de s'assurer d'accompagner la filière industrielle de la décarbonation pour que quand vous décarbonez vos process, vous vous appuyez sur des solutions qui sont fabriquées en France, qui sont intégrées en France. Et non pas des solutions qui viennent de l'autre bout du monde. Sachant que la France est un pays d'ingénieurs et que vous avez de très très belles solutions fabriquées et développées en France. Voilà. Les 3 leviers, je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Ça a été très très bien détaillé par Marion et par Sean. En numéro 1, les économies d'énergie, c'est d'abord la première urgence. Ensuite, passer au bas carbone, sachant qu'effectivement en France, on a la chance sur la partie électrique d'être sur de l'électricité très décarbonée. C'est moins vrai en termes de chaleur. Aujourd'hui, il y a près de 60% de la chaleur au niveau de l'industrie qui est fossile. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et il y a un très très gros gisement en termes d'économie d'énergie sur la chaleur. Donc c'est probablement un des axes les plus intéressants et urgents à traiter aujourd'hui. Et bien entendu, la capture et valorisation du carbone quand tout le reste est fait. Voilà. Alors, Je décarbone, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va référencer les besoins et les solutions de décarbonation avec 3 objectifs. Structurer la filière, j'en ai déjà parlé, de massifier la demande pour changer d'échelle. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les solutions que l'on vous propose pour décarboner vous soient proposées à des coûts qui soient intéressants. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en massifiant la demande, finalement, on permet aux entreprises qui développent des solutions de pouvoir baisser leurs coûts et donc de pouvoir vous offrir des solutions à moindre coût. Et bien entendu, de mettre en relation des entreprises qui offrent et des entreprises qui ont besoin. La plateforme web n'est pas suffisante, elle doit s'animer et l'idée, c'est qu'on l'anime avec des rencontres Je décarbone, avec des rendez-vous d'affaires. Donc 3 types de rencontres. Il y a la première qui a été celle de lancement à Paris début octobre, qui était une rencontre de la filière de la décarbonation. Donc là, c'était une rencontre entre experts qui permet effectivement aux entreprises de la filière de la décarbonation de se rencontrer entre elles. Et à partir de la fin de l'année, on commence à travailler maintenant sur les rencontres régionales. Donc on aura une première rencontre à Pau le 28 février, donc petit teasing et save the date là-dessus, donc avec l'ADI. Et des rencontres interfilières, c'est-à-dire des rencontres entre filière décarbonation, filière agroalimentaire, filière mini-métallurgie, etc. Ce qui est important également à noter, c'est que l'action, c'est un écosystème, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui est porté par des groupes d'industriels, qui sont à la fois des grands groupes, mais également des ETI. L'idée, c'est que... alors, si je dois représenter de façon très très schématique la filière décarbonation, en fait, vous avez des entreprises qui ont besoin de se décarboner, qui ont besoin d'économiser, qui en général, quand elles sont face à ce problème-là, ne savent pas trop comment, par quel bout de la lorgnette, on va dire, ou par quel bout de la pelote elles peuvent démarrer. Donc l'idée, c'est de savoir comment on les accompagne. Là, Marion et Sean ont fait un travail remarquable de vous montrer en fait. De vous montrer les étapes. Donc on commence d'abord par diagnostiquer, puis par passer sur la mise en œuvre opérationnelle. L'idée, c'est que cette core team là, qui est aujourd'hui à votre service, c'est des entreprises qui sont en général des intégrateurs, des accompagneurs de la décarbonation, et donc eux ont une vision très complète de la façon dont vous pouvez décarboner. Donc en général, l'idée c'est
n'allez pas vous adresser directement au fournisseur de chaudière. Passez par un intermédiaire qui est capable de vous qualifier la chaudière dont vous avez besoin. Donc là, vous avez un écosystème avec des intégrateurs, des assembliers qui sont ici, dont 2 qui sont très très bien implantés en Nouvelle-Aquitaine, donc Naldeo et Teréga. Et vous avez également un écosystème avec différents partenaires, pôles, clusters, etc., qui vous accompagnent également. Je ne vais pas forcément détailler les dates clés, mais ce qui est important, je pense... Pardon. Je suis allée un petit peu trop loin. On peut revenir en arrière. Voilà. Est-ce que je suis revenue? Voilà. Donc la prochaine rencontre Je décarbone en Nouvelle-Aquitaine aura lieu le 28 février 2023, donc à Pau. Elle sera co-organisée avec Naldeo et Teréga. A priori, les 2 sujets qui vont être traités en priorité seraient, donc là je parle sur le contrôle de Laurent, tout ce qui est agro et filière bois. En tout cas, c'est en discussion. Oui, voilà, c'est ce qui est en discussion. Et donc, co-organisation avec Naldeo et Teréga pendant les Open de Teréga, donc le 28 février 2023, donc avec des tables rondes au démarrage qui vous permettront d'abord d'avoir quelques idées, success stories, partage, retour d'expérience d'entreprises qui ont effectivement commencé leur process pour ensuite aller vers des rendez-vous d'affaires et des rencontres. Alors ensuite, un peu long. J'essaie de viser. Pardon. Je suis encore allée un cran trop vite. Il y a un petit temps de latence. Je reviens. Donc, je reviens. La première étape pour vous, c'est vraiment de vous référencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Je décarbone, c'est, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. C'est une plateforme web, je-décarbone.fr. Vous connectez à cette plateforme, vous vous référencez, vous décrivez votre entreprise, décrivez vos solutions, vos besoins. Et une fois que vous avez référencé votre entreprise gratuitement, à ce moment-là, vous avez accès à toute la richesse des autres entreprises qui sont exposées sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc ça, c'est la première étape, c'est référencez-vous et ensuite vous aurez accès à des contenus de qualité, à du décryptage technologique et à l'accès à un nombre d'entreprises très très intéressant avec des solutions qualifiées. Et du coup, j'y vais à quel moment sur la plateforme? J'y vais dès maintenant. Avant le diagnostic, avant l'audit, j'y vais à la fin, j'y vais à quel moment? Vous pouvez y aller dès maintenant parce que même si vous êtes en phase de démarrer un diagnostic, vous trouverez également des personnes pour vous accompagner. Typiquement, vous avez aujourd'hui Germain au fond de la salle, Naldeo, qui peut vous accompagner dès la phase diagnostic jusqu'à la phase AMO. Parfait, donc la plateforme est ouverte. Le site web et les numéros de téléphone sont ouverts. Donc voilà, vous avez 2 portes d'entrée, locale, nationale, etc. Sur la plateforme, on va donc, pour bien situer, hein, on peut être des 2 côtés. Hein, c'est-à-dire, j'ai besoin de me décarboner en tant qu'industriel et donc je mets mes besoins finalement. Ou bien je suis offreur et finalement j'ai la capacité aussi à démultiplier mon marché à l'échelon national. C'est bien ça aussi, hein, ça sert aussi à ça. Tout à fait, ça sert aussi à ça. Parfait. Bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour, Xavier, des questions, des dispositifs, des plateformes, des réseaux d'offreurs de solutions locaux, nationaux et surtout des problématiques. On a une question qui nous est arrivée en ligne, alors on va la répercuter, c'est comment convaincre les investisseurs aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions qui vous remontent là-dessus? Est-ce que ça vous parle, cette question-là? Alors, Sean, je vois que tu prends le micro. C'était pour mieux C'était pour le passer. C'est-à-dire investisseurs. Des investisseurs qui viennent financer justement les entreprises dans leur transformation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des questionnements là-dessus? Alors c'est vrai qu'on a passé vraiment sur la partie aide concrète, aide à l'investissement, mais il y a aussi tout un côté, comment trouver des financements, parce qu'il y a toujours un restant à charge. Hein. Et effectivement, il y a aussi des aides qui me viennent directement en tête de la BPI avec des prêts verts
pour justement des projets en lien avec les C2E ou des projets de décarbonation. Donc on a des facilités de la part alors des investisseurs, plutôt du monde financier pour justement promouvoir ça. Donc je ne sais pas si on me demande mon avis sur la question, je pense qu'il faudrait faire un petit peu plus, mais il y a quand même des choses qui existent pour justement trouver des sources de financement en plus des aides auprès des financeurs. Donc là-dessus, il y a l'ensemble des équipes des chargés de mission R2ID qui peuvent vous accompagner, qui sont des connaisseurs très fins des écosystèmes de financement et qui savent accompagner sur le montage du financement de projets, que ce soit via des aides de l'ADEME ou via des investissements privés avec des appels à des financeurs privés. Marion? Non, je voulais juste compléter que les aides, on a présenté des aides à la subvention. Il n'y a pas que des aides à la subvention qui sont possibles et les choses changent. Peut-être que ça peut être aussi, nous, ça nous arrive de faire des prêts publics à taux zéro à des entreprises qui ont des gros investissements, qui font de l'efficacité énergétique. Voilà, ça peut être, ça peut se compléter. Hein. On disait toujours, toutes ces choses sont souvent un peu complémentaires. On a les C2E où il n'y a même pas des fois, c'est le fournisseur qui va directement les toucher, donc c'est directement déduit. Il y a les subventions de l'ADEME, il y a peut-être un prêt public qui va se rajouter avec la région, peut-être des prêts bonifiés ou je ne sais quoi avec d'autres solutions. Donc tout est envisageable. Même des garanties. Il faut juste, voilà, il faut juste commencer à exposer son projet à toutes ces personnes et ces structures qui sont là pour... et puis après, on regarde comment vous aiguiller au mieux par rapport à votre projet, puisqu'ils sont tous spécifiques. Bien. Xavier, je pense qu'il va nous rester à remercier les intervenants et puis surtout à vous inviter, vous qui êtes là, à profiter de la présence de nos 4 intervenants qui, donc chacun dans leur périmètre, vont pouvoir vous renseigner. Donc n'hésitez pas. Précipitez-vous sur la salle et vraiment appelez et mobilisez-les. Ils sont là pour ça, ils sont préparés et ils vous attendent. Donc n'hésitez pas à venir profiter de leur temps. Ils sont ici pour ça. Xavier ? Et donc là, on a parlé de l'énergie. Donc la prochaine étape, c'est de parler de l'ensemble des autres flux, puisqu'il ne faut pas s'arrêter là. Donc commençons par l'énergie, mais les méthodologies sont sensiblement les mêmes quand on va parler de l'eau, des déchets, etc. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci.